Dans les étendues sauvages et implacables de l'Alaska, où la survie ne se mesure pas seulement à la force mais aussi à l'endurance tranquille de l'esprit, Otz Lee Kilcher a bâti toute son existence sur un principe unique et inflexible, ne jamais reculer. C'était un code gravé en lui bien avant qu'il n'en comprenne pleinement le poids, une promesse silencieuse transmise par des générations qui croyaient que la résilience n'était pas un choix, mais un devoir. Pourtant, il arrive un moment dans chaque vie où la vérité devient trop lourde pour être ignorée, où le coup des faux-semblants commence à l'emporter sur la peur d'être vu. Pour Otz Lee, ce moment n'est pas arrivé doucement. Il a surgi soudain et impitoyable, le forçant à une confrontation qu'il avait passé des décennies à éviter. Ce qui a suivi n'était pas seulement un bilan physique, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui allait défaire non seulement sa propre identité, mais l'image que le monde croyait comprendre de l'une des familles les plus emblématiques de l'Alaska. La falaise qu'il escalade ce jour-là semble ordinaire, presque familière. Elle n'est pas différente des innombrables parois rocheuses qu'il a conquises tout au long de sa vie dans la région frontalière de l'Alaska. L'air porte cette fraîcheur caractéristique de la fin de l'été, un avertissement silencieux que l'hiver attend déjà juste au-delà de l'horizon. Il a affronté pire. Il a enduré plus. Rien dans cette matinée ne laisse penser qu'elle sera un tournant. Et puis en un instant, tout a changé. Une seconde, il était stable, ancré dans le sol, calculant chaque mouvement avec la confiance acquise par des années de survie. L'instant d'après la terre semblait disparaître sous lui. La gravité prenait le contrôle, et le temps se fracturait en quelque chose de méconnaissable, s'étirant et s'effondrant tout à la fois. La chute était à la fois sans fin et immédiate, un flou de mouvement et de silence. Quand tout a été terminé, quand son corps s'est enfin reposé, et que le monde en rotation a lentement retrouvé son équilibre, les bruits de la forêt sont revenus comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'était passé. Dans ce calme, avant que les secours n'arrivent, avant que la réalité de ses blessures ne s'impose, Otz Lee a compris quelque chose avec une clarté qu'il ne s'était jamais permise auparavant. Ce n'était pas une simple chute. Oui, son corps était brisé, les côtes fracturées, l'épaule brisée, la douleur irradiant chaque partie de son corps. Les dommages allaient nécessiter des opérations chirurgicales, des mois de convalescence et un niveau de vulnérabilité qu'il n'avait jamais connu. Mais, sous l'agonie physique, quelque chose de plus profond s'était ouvert. Allongé là, incapable de bouger, fixant le vaste ciel de l'Alaska, qui s'était toujours senti chez lui, il ressentit quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'il avait passé sa vie à nier. Il était fatigué. Ce n'était pas le genre de fatigue que le sommeil peut réparer. Ce n'était pas l'épuisement qui suit une longue journée de travail. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose enraciné dans des années de pression silencieuse et d'attente non exprimée. C'était une lassitude qui s'était installée dans ses os, qui s'était construite lentement au fil du temps, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de son identité. Il avait passé sa vie à essayer d'être à la hauteur de quelque chose d'impossible. Le poids de porter le nom Kilcher. L'attente de ne jamais montrer de faiblesse. La croyance que la force signifiait le silence, que la survie signifiait ne jamais admettre la défaite, même lorsque la défaite était inévitable. On lui avait appris à conquérir la nature, à la plier, à la supporter. Mais personne ne lui avait jamais appris à accepter que la nature gagne parfois. Et surtout, personne ne lui avait appris quoi faire lorsque la bataille n'était plus avec la nature sauvage à l'extérieur, mais avec la pression silencieuse et implacable à l'intérieur. Alors que le bruit des hélicoptères retentissait dans l'air et que l'instant était filmé, une image qui serait vue plus tard par des millions de personnes, Otz Lee a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Cette immobilité forcée, ce moment où il était incapable de courir, de prouver, de performer, ne serait pas perdu. Il devait faire face à la vérité. Pour comprendre pourquoi cette vérité était si difficile à affronter, il faut d'abord comprendre ce que signifie naître dans la famille Kilcher. Ce n'était jamais une simple famille. C'était un héritage, quelque chose de presque mythique dans la place qu'il occupe dans l'imagination américaine. Un symbole vivant d'autonomie, d'endurance et de liberté taillé dans l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. Lorsque Yul Kilcher est arrivé en Alaska en 1936, fuyant l'ombre montante du fascisme en Europe, il a fait plus que s'installer sur une terre. Il a planté une idée enracinée dans l'indépendance, la résilience et la conviction que la survie ne devrait jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Cette vision est devenue le fondement de tout ce qui a suivi.
Pour Huxley, grandir au sein de cet héritage signifiait vivre selon une norme qui ne pourrait jamais vraiment être atteinte. Son grand-père avait construit de ses propres mains un homestead à partir d'une nature sauvage intacte. Son père est devenu une figure de légende à part entière, incarnant l'idéal romantique de l'homme de la frontière de l'Alaska par sa musique, sa poésie et sa présence. Il ne s'agissait pas seulement d'histoires racontées à table, mais d'attentes, silencieuses, constantes et inéluctables. Dès qu'il a pu se tenir debout, Huxley n'a pas seulement été élevé, il a été façonné. Alors que les autres enfants apprennent par le jeu, lui apprend par la survie. Il lit la terre comme d'autres lisent des livres. Il comprend le langage des animaux, le rythme des saisons, la logique impitoyable de la nature. La nature sauvage était tout pour lui. Elle était son professeur, son terrain d'essai. Et avec le temps, elle est devenue quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qu'il ne pouvait pas quitter, même si une partie de lui le voulait. Lorsque les caméras sont arrivées dans 2011, transformant la vie de la famille en une histoire télévisée regardée par des millions de personnes, la pression s'est accentuée d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Il ne suffisait plus de vivre cette vie. Il fallait la jouer, la préserver et la présenter. Chaque succès renforçait l'image. Chaque erreur la mettait en péril. L'identité des Kilcher s'est étendue au-delà de la famille. Elle est devenue quelque chose de public, quelque chose qui nécessite un entretien constant. Mais ce que les caméras n'ont jamais pu révéler, c'est le coût de cette performance. Les moments de doute silencieux, l'épuisement sans nom, le poids de se réveiller chaque jour en sachant que la faiblesse n'est pas une option. Il avait appris très tôt que les Kilchers ne se plaignaient pas. Ils ne demandaient pas d'aide. Ils n'admettaient pas la peur, l'incertitude ou la simple réalité humaine d'être dépassés. Année après année, saison après saison, le cycle se poursuivait. Le printemps exigeait des préparatifs et des réparations. L'été était une course pour rassembler de quoi survivre. L'automne apportait l'urgence et la pression. L'hiver mettait tout à l'épreuve, le corps, l'esprit et l'âme, par le froid, l'obscurité et l'isolement. Quelque part dans ce rythme sans fin, Huxley a perdu l'espace nécessaire pour se poser une question qui, maintenant qu'il est en convalescence, refuse de rester silencieuse. Était-ce vraiment la vie qu'il voulait, ou simplement celle qu'on lui avait appris à vouloir? La réponse n'est pas venue facilement. Elle a fait surface lentement, douloureusement, comme une chose enfouie trop profondément depuis trop longtemps. Il était épuisé, non pas temporairement, non pas en fonction des situations, mais d'une manière qui l'atteignait au plus profond de lui-même. Le repos ne pouvait rien y faire parce que ce n'était pas seulement physique. C'était le résultat d'années passées à porter un héritage qui avait été ressenti comme un cadeau, mais qui s'était tranquillement transformé en quelque chose de beaucoup plus lourd. Les compétences qui l'ont rendu fort, qui lui ont permis de survivre là où peu d'autres pouvaient le faire, l'ont également confiné. Elles ont rétréci son monde, façonné une vie qui ne laissait que peu de place à ce qui était au-delà de l'endurance. Et pour la première fois, Huxley Kilcher a commencé à se demander ce que cela pouvait signifier non seulement de survivre, mais aussi de choisir une autre façon de vivre. Qui était Huxley Kilcher sans le homestead, sans la lutte constante contre la nature, sans les caméras qui documentaient ses moindres faits et gestes comme preuve d'une authentique vie de pionnier? Ces questions le terrifiaient plus que n'importe quelle grizzly ou tempête hivernale parce qu'elles menaçaient le fondement même de son identité. Et pourtant, aussi douloureuse qu'a été cette prise de conscience, elle portait aussi les germes de la libération. Parce qu'une fois que vous nommez une vérité, que vous l'amenez à la lumière et que vous la regardez directement, elle perd une partie de son pouvoir de vous contrôler. L'héritage de Kilcher était réel, précieux, digne d'être honoré, mais il ne devait pas définir chaque moment de sa vie. Il ne devait pas être une cage. La chute lui a brisé le corps, mais elle a aussi ouvert une porte dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Une porte qui mène à la possibilité d'être Huxley selon ses propres termes, quoi que cela puisse signifier. Quand l'indépendance devient isolement, le mode de vie des homesteads d'Alaska est fondé sur un paradoxe. Vous devez être totalement autonome, mais personne ne survit seul dans la nature. Huxley s'est toujours targué d'incarner ce premier principe mieux que quiconque. Il pouvait survivre pendant des semaines dans l'arrière-pays avec seulement un couteau et un fusil. Il pouvait construire un abri, trouver de la nourriture, naviguer sur des terrains traîtres et surmonter des obstacles qui auraient vaincu la plupart des gens en quelques heures. Cette indépendance farouche était son identité, son super pouvoir, ce qui faisait de lui un Kilcher à part entière. Mais quelque part en chemin, cette saine autonomie
s'est transformée en quelque chose de plus sombre. L'indépendance s'est transformée en isolement. Les mêmes qualités qui ont rendu Huxley exceptionnel pour survivre dans la nature sauvage l'ont rendu terrible pour survivre dans les relations, pour accepter de l'aide et pour admettre sa vulnérabilité. Il a construit autour de lui des murs aussi solides et impénétrables que n'importe quelle cabane. Et si ces murs le protégeaient des éléments, ils empêchaient aussi les liens qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Sa relation avec sa femme Jane avait survécu à des épreuves qui auraient détruit la plupart des mariages. Ils avaient frôlé la mort, connu des difficultés financières, subi les tracas constants de la vie à la ferme et la présence envahissante des caméras de télé-réalité qui documentaient leurs moments les plus intimes. Jeanne était une dure à cuire, une chasseuse et une agricultrice expérimentée qui avait prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait faire face à tout ce qu'Alaska lui lançait. Mais elle ne pouvait pas supporter les murs. Elle ne pouvait pas se lier à un homme qui refusait de la laisser voir ses luttes, qui considérait chaque problème comme quelque chose à résoudre seul, qui confondait la force avec l'invulnérabilité émotionnelle. L'isolement n'est pas seulement émotionnel. La réalité physique de la vie dans une ferme signifie que Huxley passe souvent des jours ou des semaines seul dans l'arrière-pays. Ces expéditions en solitaire sont nécessaires pour chasser, pêcher et collecter des ressources. Mais elles sont aussi devenues un refuge. Là-bas seul avec ses pensées et la nature, il n'a pas besoin de faire semblant. Il n'a pas besoin de maintenir la façade de l'indestructible Kilcher. Il pouvait tout simplement être fatigué, effrayé et accablé sans que personne ne le sache. L'ironie du sort était écrasante. Il se sentait plus seul entouré de sa famille et de caméras que lorsqu'il était réellement isolé dans l'arrière-pays. La série a ajouté ses propres complications à cet isolement. Les téléspectateurs ont vu les moments dramatiques, les chasses réussies, les beaux paysages et les réunions de famille. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont les heures passées assis seuls, les batailles internes, les moments où Huxley remettait en question tout ce qui concernait sa vie, sans pouvoir exprimer ses doutes à qui que ce soit. Les caméras ont créé une dynamique étrange, où il était à la fois plus exposé que jamais et plus caché que jamais. Son image était diffusée dans le monde entier, mais son véritable moi restait enfermé. Après la chute pendant la longue période de convalescence où il était physiquement incapable de s'échapper dans la nature, Huxley a été contraint d'affronter cet isolement de plein fouet. Confiné à la ferme, dépendant des autres pour les tâches de base, incapable de fuir les conversations difficiles ou les émotions éprouvantes, il n'avait pas d'autre choix que d'être réellement présent avec les gens de sa vie. C'était atroce. Chaque instinct lui hurlait de repousser les gens, d'insister sur le fait qu'il allait bien de retourner au travail le plus vite possible. Mais son corps brisé ne voulait pas coopérer avec ce plan. Jane a vu l'opportunité et l'a saisie. Avec une douceur qui l'a surpris et une fermeté qui ne l'a pas surpris, elle a commencé à démanteler les murs qu'il avait construits. Elle a insisté sur les conversations qu'il avait toujours évitées, elle a posé des questions qu'il ne s'était jamais permis d'envisager. Elle a refusé d'accepter sa réponse par défaut, selon laquelle tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Il avait l'impression d'être écorché vif, d'être dépouillé de ses couches protectrices, une conversation douloureuse à la fois. Mais quelque chose d'inattendu commença à se produire. Aussi terrifiant que cela puisse être de laisser quelqu'un voir ses faiblesses, ses doutes, son épuisement, c'était aussi un soulagement. Le fardeau qu'il portait seul est devenu plus léger lorsqu'il a été partagé. Les problèmes qui semblaient insurmontables dans l'isolement sont devenus gérables lorsqu'ils ont été abordés en équipe. La personne qu'il avait tellement peur de devenir quelqu'un qui avait besoin d'aide et qui admettait ses difficultés s'est révélée plus authentiquement forte que la façade invincible qu'il avait maintenue pendant si longtemps. Huxley a commencé à comprendre que la véritable indépendance ne signifie pas refuser toute aide et toute connexion. Elle signifie avoir la force d'être vulnérable, d'admettre que l'on a des difficultés, d'accepter le soutien sans le considérer comme un échec. Le homestead lui avait appris à survivre aux défis physiques, mais il ne lui avait pas appris à survivre aux défis émotionnels et psychologiques de l'être humain. Ces leçons ne pouvaient être apprises qu'en établissant des liens, en permettant aux gens de franchir les murs, en acceptant que l'isolement déguisé en indépendance n'est encore que de l'isolement. La douloureuse vérité qu'il avait essayé d'ignorer n'était pas qu'il était faible ou qu'il échouait. C'était qu'il avait essayé d'être ce qu'aucun humain ne peut durablement être complètement autosuffisant à tout point de vue. La chose même dont il était fier était devenue sa plus grande vulnérabilité. Et le reconnaître, l'admettre enfin, était le premier pas pour devenir réellement l'homme qu'il voulait être, plutôt que l'image qu'il pensait devoir projeter.
le mariage qui a survécu à la nature sauvage. La relation entre Hotsley et Jane Kilcher avait toujours été peu conventionnelle. Leur rencontre s'est faite de la manière la plus inattendue qui soit en Alaska. Deux personnes attirées par le mode de vie des pionniers ont trouvé l'une dans l'autre un partenaire capable de faire face aux exigences extrêmes de la vie dans un homestead. Jane n'était pas une citadine à la recherche d'une aventure. Elle était une pêcheuse expérimentée qui avait passé des années sur des bateaux de pêche commerciale dans certaines des eaux les plus dangereuses de la planète. Lorsqu'elle et Hotsley se sont rencontrés, il s'agissait d'une rencontre entre égaux. Deux personnes qui comprenaient que l'amour en Alaska avait une signification différente de celle qu'il avait dans les 48 virgules inférieures. Leur mariage n'était pas une cérémonie chic dans une salle décorée. C'était un engagement pris dans la nature, entouré de leur famille et de la beauté sauvage de la terre, qui mettrait leur union à l'épreuve chaque jour. Dès le début, ils savaient que leur mariage serait défini par la survie. Il ne s'agit pas seulement d'une survie romantique, mais d'une survie quotidienne face à des éléments qui ne se souciaient pas de leurs sentiments ou de leur engagement l'un envers l'autre. À bien des égards, cela a renforcé leur lien. Lorsque vous avez chassé ensemble dans le blizzard, construit un abri ensemble avec des doigts gelés et que vous dépendez l'un de l'autre pour votre survie, vous développez un lien qui transcende les défis maritaux habituels. Mais la survie crée aussi des tensions uniques. Les mêmes qualités qui ont fait d'eux d'excellents partenaires dans l'exploitation de la terre ont parfois fait d'eux de terribles partenaires émotionnels. Hotsley et Jane ont tous deux été entraînés à résister à la douleur, à ignorer l'inconfort, à donner la priorité aux problèmes pratiques plutôt qu'aux problèmes émotionnels. Cela leur a bien servi dans la nature, mais a créé des problèmes dans leurs relations mutuelles. Les disputes ont été enterrées sous la nécessité d'accomplir les tâches quotidiennes. Les rancœurs se sont envenimées parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à faire. L'intimité émotionnelle est devenue un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre alors qu'il y avait du poisson à pêcher, du bois à ramasser et 1 million d'autres tâches essentielles à la survie. Les caméras ont ajouté une couche supplémentaire de complexité. Imaginez que vous essayez de résoudre des problèmes conjugaux alors qu'une équipe de tournage documente tout. Chaque désaccord est devenu un contenu potentiel. Chaque moment de tendresse a été capturé pour être analysé par des millions d'étrangers. La frontière entre leurs relations réelles et leurs relations télévisées est devenue de plus en plus floue. Étaient-ils vraiment heureux ou faisaient-ils semblant de l'être? Leur conflit était-il authentique ou fabriqué pour le drame? Au bout d'un certain temps, même eux ne pouvaient plus faire la différence. Jane devait affronter ses propres vérités douloureuses. Elle était tombée dans le piège de penser qu'être fort signifiait ne jamais avoir besoin de quoi que ce soit de la part de son partenaire. Elle était fière de son indépendance, de sa capacité à surpasser la plupart des hommes. Mais cela avait créé son propre type de solitude. Elle était tellement occupée à prouver qu'elle n'avait pas besoin d'Hotsley qu'elle avait oublié comment se connecter avec lui à un niveau personnel, au-delà d'un partenariat pratique. Ils étaient d'excellents coéquipiers, mais étaient devenus des époux médiocres. La chute les a obligés à tout remettre en question. Soudain, Hotsley s'est retrouvé vulnérable comme il ne l'avait jamais été auparavant. Il avait besoin d'aide pour les tâches de base. Il avait besoin d'un soutien émotionnel pendant le processus frustrant de rétablissement. Il avait besoin de Jane non pas en tant que compatriote agricultrice, mais en tant qu'épouse partenaire, au sens le plus vrai du terme. Jeanne a dû faire face à ses propres schémas d'évitement émotionnel et décider si elle était prête à s'engager dans cette version de leur relation. À certains moments de la convalescence, leur mariage n'a tenu qu'à un fil. Le stress causé par les blessures d'Hotsley, les préoccupations financières, la perturbation de leurs habitudes soigneusement entretenues et l'intimité forcée d'une proximité constante alors qu'ils avaient tous deux l'habitude de s'échapper pour passer du temps en solitaire, ont créé une pression qui aurait facilement pu briser leur lien. Ils ont eu de vives discussions sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec ce qui les opposait réellement. Ils ont dit des choses qu'ils regrettaient. Ils se sont sérieusement demandé si leur mariage pouvait survivre à cette épreuve. Mais ils ont aussi vécu des moments de profonde connexion qui leur ont rappelé qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre au départ. Des conversations nocturnes où Hotsley s'est enfin ouvert à ses peurs et à son épuisement. Des matins tranquilles où Jane s'est assise avec lui pour supporter une douleur qu'elle ne pouvait pas guérir. Les rires partagés sur de petites absurdités ont brisé la tension. Lentement, douloureusement, ils ont commencé à construire un autre type de partenariat fondé non seulement sur la survie pratique, mais aussi sur l'honnêteté émotionnelle.
Ils ont appris à mieux se battre, à aborder les vrais problèmes, au lieu de les enfouir sous un stoïcisme frontalier. Ils ont appris à demander ce dont ils avaient besoin, au lieu d'attendre que l'autre personne le devine d'une manière ou d'une autre. Ils ont appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais qu'elle nécessitait au contraire un courage extraordinaire. La nature sauvage leur avait appris à survivre à l'hiver. Maintenant, ils apprenaient à s'aider mutuellement, à survivre aux saisons plus difficiles, du doute, de la peur et du changement. Leur mariage n'a pas seulement survécu à la chute d'Huxley et à son rétablissement. La relation qui en a résulté était plus désordonnée, plus honnête, moins parfaite sur Instagram, mais infiniment plus réelle. Ils ont cessé d'incarner le couple idéal de la ferme et ont commencé à être de vrais humains qui vivaient en Alaska, étaient mariés et découvraient la vie au fur et à mesure comme n'importe qui d'autre. La télé-réalité repose sur une tromperie fondamentale. Elle promet de montrer la vie réelle, mais n'en montre en réalité qu'une version soigneusement conçue, éditée et narrée. Alaska, la dernière frontière, est diffusée depuis plus de 10 ans, et pendant cette période, elle a créé une image spécifique de la famille Kilcher, robuste résistant triomphant des défis de la nature, vivant le rêve d'autosuffisance que des millions de téléspectateurs ne pouvaient que fantasmer. Cette image n'était pas entièrement fausse, mais elle n'était pas entièrement vraie non plus. Huxley s'est intimement familiarisé avec le fossé qui sépare la réalité de la télé-réalité. Les caméras ont filmé la chasse réussie, mais pas les 3 tentatives précédentes qui ont échoué. Elles ont montré la belle cabane en train d'être construite, mais pas les mois de frustration causés par les retards et les erreurs de construction. Ils ont documenté les joyeuses réunions de famille, mais ont supprimé les tensions et les désaccords qui surviennent inévitablement lorsque des personnes vivent dans un espace restreint et dans des conditions stressantes. Le spectacle était réel, dans la mesure où il s'agissait d'événements réels de leur vie, mais il était performatif dans la mesure où tout était encadré, sélectionné et présenté pour raconter une histoire particulière. Au fil des ans, Huxley a remarqué quelque chose de troublant. Il commençait à prendre des décisions basées non pas sur ce qui était le mieux pour sa vie, mais sur ce qui ferait une bonne télévision. Il planifiait les chasses en fonction des calendriers de tournage. Il choisissait des projets qui auraient de l'air dramatique devant la caméra plutôt que des projets qui étaient les plus nécessaires. Même sa relation avec Jane a été influencée par la conscience que leurs interactions pourraient se retrouver dans un épisode. Il ne s'agissait pas d'une manipulation consciente, mais de la manière lente et insidieuse dont le fait d'être constamment observé modifie le comportement. Il jouait sa propre vie. La chute l'a obligé à faire le point sur cette performance. Allongé sur un lit d'hôpital, incapable de travailler, incapable d'être le héros d'action que le spectacle exigeait, Huxley a dû faire face à ce qui se passait lorsqu'il n'était pas en mesure de fournir le contenu. La série voudrait-elle encore de lui? Les téléspectateurs s'intéresseraient-ils encore à un Kilcher brisé, en lutte et incertain? Plus important encore, avait-il envie de continuer à vivre sa vie en tant que contenu pour le divertissement des autres? Il pensait aux moments qui n'avaient jamais été diffusés à la télévision. Les matins où il se réveillait et ne pouvait pas affronter une autre journée de travail éreintant. Les fois où il s'asseyait seul dans les bois et pleurait d'épuisement pur et simple. Les disputes avec les membres de la famille au sujet de l'argent, des responsabilités et de l'orientation de la ferme. Les doutes quant à la durabilité de ce mode de vie ou même à son caractère souhaitable. La prise de conscience croissante que l'idéal romantique de la ferme n'était souvent qu'une pauvreté et un isolement écrasant habillé d'un individualisme robuste. Il s'agit des vérités que les caméras n'ont pas filmées parce qu'elles ne cadraient pas avec la narration. Pendant la convalescence, les producteurs voulaient filmer son parcours de réadaptation, transformer sa lutte en contenu, transformer sa douleur en une histoire de triomphe sur l'adversité. Huxley s'est retrouvé à résister comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Certains moments étaient trop crus, trop personnels pour être présentés comme des divertissements. Sa vulnérabilité n'était pas un élément de l'intrigue, sa crise n'était pas un arc dramatique. Il s'agissait de vraies luttes avec de vraies conséquences, et il avait besoin de les surmonter sans se produire devant un public. Cela a créé des tensions avec l'émission et avec les membres de la famille dont les moyens de subsistance dépendaient du succès de l'émission. La propriété des Kilcher était devenue autant une production télévisuelle qu'un mode de vie. L'émission apportait des revenus qui leur permettaient de maintenir la propriété et le mode de vie. S'éloigner des caméras signifiait potentiellement perdre le soutien financier qui rendait la ferme possible. C'était un piège qu'ils avaient eux-mêmes créé.
Ils étaient devenus dépendants de la chose même qui détruisait leur authenticité. Hatsley a commencé à avoir des conversations difficiles avec Jane, ses parents et ses frères et sœurs sur ce qu'ils voulaient que leur vie soit par rapport à ce que le spectacle exigeait d'eux. Ces conversations ont révélé qu'il n'était pas seul dans sa lutte. D'autres membres de la famille avaient également ressenti le poids de la performance, la pression pour maintenir une image, l'épuisement de la vie en tant que contenu. Mais ils sont tous restés silencieux, pensant qu'ils étaient les seuls à se battre, ne voulant pas décevoir la famille, le public ou l'héritage. La douloureuse vérité à laquelle Hatsley a été confronté est qu'il avait laissé l'émission définir son identité et sa valeur. Lorsqu'il était performant, qu'il relevait les défis avec succès et qu'il était à la hauteur de l'image de Kilcher, il se sentait précieux. Lorsqu'il était en difficulté, incapable de fournir le contenu requis, il avait l'impression d'être un raté. Son sentiment d'identité était devenu lié à la perception des téléspectateurs à l'audimat et à la question de savoir si ses scénarios étaient convaincants. Cette situation était insoutenable et, en fin de compte, destructrice pour l'âme. Il a pris une décision, il continuerait l'émission, mais dans d'autres conditions. Il laisserait les caméras montrer davantage la vraie lutte, le doute, l'épuisement. Il cesserait de se prétendre invincible et commencerait à être honnête sur les coûts de ce mode de vie. Si cela rendait la télévision moins héroïque, qu'il en soit ainsi. Si les téléspectateurs ne pouvaient pas supporter un Kilcher qui admettait être fatigué, effrayé et incertain, alors peut-être qu'ils devaient examiner leurs propres attentes irréalistes sur ce que la vie à la frontière implique réellement. Ce changement n'a pas été facile et ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais lentement, les saisons suivantes de l'émission ont commencé à présenter un Hatsley différent qui parlait honnêtement des défis de sa guérison. Un homme qui a admis qu'il était dépassé par les événements. Un homme qui a montré que la force consiste parfois à demander de l'aide plutôt qu'à la refuser. La réaction des téléspectateurs l'a surpris. De nombreuses personnes ont été soulagées de voir quelqu'un de la télé-réalité être réellement réel. Elles ont apprécié cette honnêteté car elles se sont senties moins seules dans leur propre lutte. La performance de la perfection a été moins convaincante que la réalité de l'imperfection. Reconstruire plus qu'une simple ferme. La récupération physique de sa chute a pris des mois, mais la récupération psychologique et émotionnelle a pris encore plus de temps. Alors que Hatsley retrouvait la capacité de marcher, de travailler, de se déplacer dans le monde sans douleur constante, il a été confronté à une question qui le terrifiait plus que n'importe quelle blessure. Qui était-il maintenant, l'ancien Hatsley? Celui qui se définissait entièrement par ses capacités physiques et sa dureté à la frontière n'était plus là. Cette personne s'était brisée sur la falaise et ne pouvait plus être reconstruite à l'identique. Alors, qui allait-il choisir d'être à la place? La propriété familiale elle-même est devenue une métaphore de ce processus de reconstruction. Certaines structures devaient être réparées, certains systèmes devaient être mis à jour et certaines approches devaient être modifiées. Mais aujourd'hui, Hatsley a abordé ces tâches différemment. Il a demandé de l'aide au lieu de s'obstiner à tout faire seul. Il déléguait les tâches que les autres pouvaient accomplir au lieu d'essayer de prouver qu'il pouvait tout faire. Il prenait des pauses lorsque son corps en avait besoin au lieu d'endurer la douleur par fierté. Ces petits changements ont représenté un changement fondamental dans la façon dont il comprenait la force. Sa relation avec la Terre a également évolué. Il avait toujours considéré la nature sauvage de l'Alaska comme quelque chose à conquérir, à dominer et à surpasser. L'homme contre la nature dans une lutte éternelle, où la victoire signifiait de la survie et la défaite signifiait la mort. Mais pendant sa convalescence, en passant plus de temps à observer qu'à faire, il a commencé à voir la nature sauvage différemment. Non pas comme un adversaire, mais comme un enseignant. Non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose à respecter et avec lequel il faut travailler, plutôt que contre lequel il faut lutter. Ce changement s'est manifesté de manière pratique. Lorsqu'il planifiait ses chasses, il commençait à tenir compte de la durabilité et de ses besoins réels, plutôt que de maximiser les prises comme preuve de ses prouesses. Lorsqu'il construisait des structures, il travaillait avec les contours naturels du terrain, plutôt que d'imposer des conceptions qui semblaient être impressionnantes, mais qui causaient des difficultés inutiles. Face aux défis, il se demandait s'il fallait vraiment les surmonter ou s'il était sage d'accepter les limites et de trouver d'autres approches. La nature sauvage avait toujours essayé de lui enseigner ses leçons, mais il était trop occupé à faire preuve de dureté pour les écouter. Son rôle au sein de la famille s'est également transformé.
A.T.S. Lee avait toujours été le loup solitaire, celui qui agissait de manière indépendante et ne prenait contact avec la collectivité qu'en cas de nécessité. Mais il s'est désormais davantage impliqué dans les décisions familiales, plus désireux de partager les charges et les joies de la vie communautaire de la ferme. Il a découvert que le fait de faire partie d'une équipe ne diminuait pas sa valeur individuelle. En fait, ses contributions prenaient plus de valeur lorsqu'elles s'inscrivaient dans un effort coordonné plutôt que dans des actions héroïques isolées. La relation avec Jane s'est approfondie d'une manière qui les a tous deux surpris. Après avoir été des partenaires de survie pendant des années, ils sont devenus des partenaires de croissance. Ils se sont mis au défi d'être honnêtes, d'être vulnérables, de choisir la connexion plutôt que l'autoprotection. Ils ont appris à célébrer les petites victoires plutôt que de se contenter de reconnaître les grandes réussites. Ils ont découvert que l'intimité n'était pas seulement physique ou romantique, mais qu'elle pouvait se trouver dans une conversation honnête, dans un silence partagé, dans la volonté de voir et d'être vu sans performance ni prétention. A.T.S. Lee a également commencé à reconsidérer sa relation avec l'héritage Kilcher. Il s'est rendu compte qu'honorer ses ancêtres ne signifiait pas reproduire leur parcours exact. Yule et Ruth Kilcher sont venus en Alaska et ont construit quelque chose de remarquable, mais ils l'ont fait en s'adaptant aux circonstances et non en suivant un scénario prédéterminé. Le véritable héritage Kilcher n'est pas une question de pratique spécifique ou de ténacité inébranlable, mais de résilience, de créativité et de courage pour construire une vie en accord avec ses valeurs même lorsque le chemin est difficile. A.T.S. Lee a pu honorer cet héritage tout en faisant des choix qui correspondaient à ses propres besoins et à sa réalité. Il a commencé à parler plus ouvertement de la santé mentale, des défis psychologiques de la vie à la ferme que les générations précédentes avaient subis en silence. Il a reconnu que la génération de son grand-père avait été confrontée à la dépression, à l'anxiété et au traumatisme, mais qu'elle ne disposait d'aucun langage ni d'aucun soutien pour y faire face. En acceptant de chercher de l'aide, de suivre une thérapie, d'admettre ses difficultés émotionnelles, A.T.S. Lee a fait preuve de plus de courage que s'il s'était contenté d'affronter la souffrance à la manière traditionnelle de Kilcher. La douloureuse vérité qu'il avait tenté d'ignorer, à savoir qu'il était épuisé, accablé, et qu'il remettait tout en question, ne l'a pas détruit lorsqu'il l'a enfin affronté. Au contraire, elle l'a libéré. En admettant qu'il ne pouvait pas tout faire, il a découvert ce qu'il pouvait faire, et a choisi de le faire. En reconnaissant ses limites, il a trouvé sa force authentique. En acceptant qu'il était humain plutôt que surhumain, il est devenu plus authentiquement héroïque que n'importe quelle performance n'aurait pu le faire. Au fil des saisons et des années qui ont suivi cet automne fatidique, A.T.S. Kilcher est apparu non pas comme l'homme qu'il avait essayé d'être, mais comme l'homme qu'il était réellement. Il avait des défauts, il était honnête, il apprenait toujours, il grandissait toujours, il faisait toujours des erreurs, mais il ne les fuyait plus. La nature sauvage restait un défi. La ferme exigeait toujours un travail acharné, et les caméras tournaient toujours. Mais il a fait face à tout cela dans un esprit de vérité, plutôt que de performance, d'acceptation de soi, plutôt que d'autopunition, de connexion, plutôt que d'isolement. Et d'une certaine manière, cela a fait toute la différence. Le parcours d'A.T.S. Kilcher nous rappelle que la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir ce que nous faisons lorsque nous touchons le sol. Son histoire remet en question les mythes que nous nous racontons sur la dureté et l'autosuffisance, révélant que le vrai courage ressemble souvent à la vulnérabilité et à l'honnêteté. Si vous avez été inspiré par cette histoire de transformation et de vérité, appuyez sur le bouton d'abonnement et faites sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer nos plongées profondes dans les vraies vies qui se cachent derrière la télé-réalité. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre propre expérience de confrontation à des vérités douloureuses que vous avez essayé d'ignorer. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'admettre que nous sommes humains.